Avant de laisser la parole à Gabrielle de Tournemire qui va nous présenter nos invités et cette table ronde, je voulais vous signaler deux choses. C'est qu'après cette table ronde pensée écrire, filmer la révolution intellectuelle et artiste en mouvement, il y aura une dédicace de Leslie Kaplan, au stand de la librairie La Belle Aventure que vous avez vu au milieu du grand foyer. Et à 20h30, au TAP Cinéma, en avant-première, le film de Judith Davis, Bonjour l'asile, avec un échange après la projection. Donc c'est à 20h30 au TAP Cinéma. Et demain, le spectacle, encore plus partout, tout le temps, avec Judith Davis. Cette fois, ce sera du théâtre, et c'est dans la salle du théâtre, ici même. Et c'est à 21h. Voilà, Gabrielle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai l'honneur aujourd'hui d'initier et de guider une discussion entre deux artistes assez extraordinaires que sont donc Leslie Kaplan et Judith Davis. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là pour cette rencontre qui promet d'être passionnante. Peut-être un petit mot sur vous d'abord. Leslie, vous êtes une écrivaine, une autrice contemporaine, dont le nom peut-être est entré dans l'histoire littéraire et la littérature contemporaine à travers un livre qui a fait date, qui est L'Excélusine, qui fait suite à votre expérience d'établissement suite à mai 68, qui me paraissait important aussi de souligner, étant donné ce titre-là des artistes en mouvement, qui est le mouvement plus important que celui que vous avez fait, dont la justesse de la forme et du fond a été soulignée par nuls autres que Michel Blanchot et Marguerite Duras. Et vous avez publié aussi plus récemment des œuvres comme L'Assassin du dimanche ou Mathias et la Révolution, qui, on va le voir, prolongent ce geste politique initié par vos premières œuvres. Judith Davis, vous êtes réalisatrice, comédienne. Vous avez notamment réalisé Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui est fondée aussi sur une des pièces de théâtre portées par votre collectif L'Avantage du doute. Et vous sortez cette année, en février je crois, Bonjour l'asile, qui sera présenté ce soir au TAP, et qui, ainsi que l'indiquent leurs titres respectifs, porte la marque aussi de vos différents combats. Je suis particulièrement heureuse de vous avoir aujourd'hui toutes les deux, parce qu'en dépit finalement de vos différences de moyens d'expression, si je puis dire, vous avez énormément de choses en commun dans la manière dont vous concevez le geste d'engagement, dans votre perception de ce qu'est l'art politique, la littérature ou le cinéma ou le théâtre, ou de ce qu'est plutôt d'être politiquement artiste. Voilà. Je vais peut-être dire un mot aussi sur moi. Je m'appelle Gabrielle de Tournemire, je suis en doctorat en 2e année à l'université de Poitiers et je travaille sur l'énonciation collective dans la littérature contemporaine. Voilà, et si jamais vous avez envie de participer ou d'enrichir cette rencontre, n'hésitez pas, je jetterai des petits coups d'œil. Il y a les micros qui sont prêts, je crois, pas très loin ici. Voilà, je jetterai des petits coups d'œil si vous avez envie d'intervenir, mais il y aura aussi un espace de discussion, un temps de discussion à la fin de la rencontre. Voilà. Je voulais commencer cette rencontre par le mot révolution, ce terme, ce ponte de vocabulaire qui apparaît dans le titre de chacune de l'une de vos œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce qu'on constate en vous lisant et en vous regardant, c'est que parler de révolution, c'est toujours se placer dans un rapport particulier et un peu sous le joug de l'histoire avec un grand H, aux grands événements révolutionnaires, insurrectionnels, un rapport qui est parfois tendu, un rapport un peu complexe, un rapport de fascination-répulsion quelque part, notamment Leslie Kaplan chez vous avec la Révolution française, beaucoup thématisée dans Mathias et la Révolution, qui raconte donc les déambulations d'un personnage au sein des grands lieux de la Révolution. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu justement de ce rapport à l'histoire, de cette superposition en fait des moments révolutionnaires ou des sentiments révolutionnaires? C'est-à-dire, bon, disons que je prendrais peut-être ça un peu autrement, en ce sens que, bon, disons que pour moi la révolution, comme je pense pour beaucoup, c'est vraiment le bouleversement d'un cadre de pensée. Et ça, je pense que finalement,
peut-être que ça rejoint, je dirais depuis le début, le pourquoi j'écris ou pourquoi j'ai eu envie d'écrire ou mon désir d'écriture. C'est-à-dire que c'est pas seulement la Révolution française qui, à part ça, me passionne et m'a passionné, et sur lequel j'ai fait un livre avec, si on peut dire. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire, puisque c'était en effet l'excel-usine, la question était vraiment, pour moi, de prendre un mot complètement banal, que tout le monde connaît. Ah oui, je suis passé devant l'usine machin, voilà, l'usine ceci, l'usine cela, et de montrer que c'est pas si simple et que ça serait bien de, au fond, changer. Ça serait bien. On peut essayer de changer son point de vue par rapport à ça. Bon. Donc finalement, il me semble que la révolution, quelque part, elle est toujours là. Si on peut dire, on crée des personnages, on invente des situations, on parle de la révolution éventuellement, mais disons que pour moi c'était comme ça. Oui, c'est assez intéressant cette réflexion très terminologique aussi sur les mots de révolution et sur justement un peu qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui. Ce qu'il en reste finalement de cette révolution. Et chez vous, partagé par vous deux, il y a cette convocation un peu constante en sous-texte de mai 68 qui vous a poussé à écrire. Vous, votre personnage dans Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui s'appelle Angèle, elle est la fille d'un père maoïste, 68 ards, etc. Et en même temps, il y a quelque chose d'une distance qui est entérinée avec ces moments-là, quelque chose un peu d'une révolution déçue. J'ai eu l'impression dans votre film Judith Davis, je ne sais pas si vous voulez nous en dire un peu plus sur ce rapport à mai 68. Oui, c'est très intéressant de, du coup, entamer le dialogue avec vous, parce que la question de l'usine, vous parliez du mot passer devant l'usine et essayer de rendre compte de cette réalité. Et je me rends compte, moi, en vous écoutant, que mon concret de l'usine, c'est soit du récit, donc ça appartient au passé et au récit que j'en ai reçu, et à la recherche que je vais faire sur la réalité de l'usine, sa réalité concrète, politique, interroger les gens, interroger Simon Bacouche, qui est dans notre premier spectacle et qui a été lui-même, et qui joue le père dans mon film et qui a été établi également, etc. Mais en fait, pour ma génération, et j'ai pas 25 ans, j'en ai plus, en fait, l'usine, c'est un nom de resto, un nom de lieu culturel parce qu'on a rénové une usine et c'est devenu un centre d'art contemporain, ou c'est carrément le club de sport. Donc, c'est-à-dire, moi, je débarque dans une génération où, quand les gens me parlent de l'usine, c'est est-ce que tu es passé à l'usine, est-ce que tu as été faire des abdos, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur du désastre, hein, en tout cas, c'est mon point de vue, voilà, je le dis de manière fine, mais aussi du retournement qui s'est opéré, quoi, et qui n'est pas dans un sens, moi, que je trouve forcément... Enfin, la question de la récupération et de comment on a transformé les lieux et où il y a eu un arrachement comme ça de l'histoire des lieux, des mots, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Donc on peut le dire avec le mot usine, on peut le dire avec le mot révolution, et c'est pour ça que j'avais envie de l'intégrer dans le titre, parce que tout ce qu'il me reste de la révolution, comme ça pourrait être pareil sur l'usine, il y a quelque chose de l'ordre des restes, de l'ordre de l'éclatement. Donc ça peut être négatif, comme peut-être je viens de l'exposer ou de l'exprimer, mais c'est aussi une collecte. Il y a quelque chose de l'ordre du glanage, où on va essayer de faire un état de lieu de ce qui nous reste. Parce que, ok, c'est éclaté et morcelé, mais il reste des choses. Voilà, donc c'est ce double rapport, je dirais. Après, c'est un titre, et j'y tiens beaucoup, que je n'ai pas inventé. C'est un titre qui vient d'une pièce, et donc mon activité, elle est double. Elle est au théâtre, d'abord, qui est le lieu du nous, et je rends hommage à ton travail, parce que tu travailles sur la question du nous, ce que tu me disais à l'instant, sur qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, la possibilité d'un nous. Donc pour moi, le théâtre, c'est le lieu du nous, et notre premier spectacle, la possibilité même de faire théâtre ensemble de manière collective, avec l'avantage du doute,
c'est-à-dire avec Claire Dumas, Mélanie Bestel, Simon Bacouche et Nadir Legrand en 2006, c'est de parler immédiatement de la question de l'engagement politique. On pourra y revenir sur pourquoi prendre la parole publiquement, pour nous, malgré tous nos désaccords et tout ce qui nous sépare, c'était déjà un acte politique. Mais on a thématisé ça sur la question de la Révolution parce que c'était l'histoire intime de Simon Bacouche. Donc ça s'est articulé autour de 68. On peut y revenir plus précisément parce que dans ce collectif, on est 5. Et en fait, on a 5 rapports extrêmement différents avec ce que recouvre cette réalité-là, mai 68. 5 rapports hyper différents. Et au début, essayer de faire un spectacle commun, eh ben, c'est que de la souffrance. C'est que de la souffrance parce que y en a une qui admire complètement et qui se dit « Ah là là, mais j'aurais tellement aimé faire 68, vivre dans les années 70 ». Y a l'autre qui n'a jamais entendu parler. Il y a Simon qui avait, lui, 18 ans en 68 et qui dit « Oh, mais attends, je vais encore reparler de mes vieilles histoires ». Et moi, qui ai entendu parler de ça toute ma vie, j'ai 25 ans au moment où on fait ce spectacle, et je me dis, mais c'est pas possible, à quel moment on va pouvoir signer un combat de nos propres mots, de notre propre façon de s'engager. Donc j'en peux plus d'être comparé à 68, j'en peux plus d'entendre mon père parler de 68, j'en peux plus des dîners de famille où on parle de ça. Et le jour où on a compris que explorer ça, c'était pas se mettre d'accord, mais c'était travailler au plateau, une dramaturgie de nos dialogues et potentiellement de nos dissensus, de nos désaccords sur le sujet lui-même, alors il y a eu une libération et on a pu entrer en dialogue entre nous et potentiellement avec le public. Donc en fait, c'est tout de suite parti d'une enquête, parce qu'on s'est dit, bah, nous 5 déjà, on n'est pas du tout le même rapport au truc, alors imagine les gens, enfin les gens, la vie, les gens, quoi, la multitude. Donc, et c'est comme ça qu'on a inventé notre façon de faire, c'est-à-dire aller interroger les gens avec un questionnaire et leur dire « Parle-moi, comment toi tu vis ça, qu'est-ce que ça t'évoque ?» Et ça, c'est devenu la matière première de tous nos spectacles. Cette sensation de partir du multiple, en fait. Cette importance de partir du multiple. Et voilà. Et le titre, du coup, c'était, de ce premier spectacle, c'était « Tout ce qu'il nous reste », c'est un « nous », puisqu'on était collectif, « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Simon, le vrai Simon, quoi, qui avait à l'époque 60 ans, enfin, donc 18 ans, 68, quoi. Et c'est un titre qui est sorti un peu en blague. C'est Claire Dumas qui a fait cette blague, parce que Nadir Legrand n'a pas pu faire la création à l'époque parce qu'il avait un conflit avec une autre compagnie avec qui il bossait. Et nous, on était à la bourre, mais surtout, parce que dans le théâtre, il faut rédiger des résumés d'un spectacle qui n'est pas encore écrit. Et puis fournir des visuels sur un truc, on ne sait même pas ce que ça va être quand on fait de la création contemporaine. Si on monte le Misanthrope, généralement ça se passe bien parce que en fait, tout le monde connaît. Mais là, en gros, nous, on débarque, on n'a jamais rien fait, et il faut toujours produire des trucs en avance pour la communication. Et là, Nadir venait de nous dire allô, je ne peux pas faire le spectacle. Et on était presque en même temps au téléphone avec le théâtre de Dunkerque où on devait créer. Et Claire, au fond de la part, dit « Ah bah décidément, tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon ». En blague, quoi. Genre, c'est la Bérésina, il n'y a plus personne, quoi. Et du coup, c'est devenu une blague, c'est devenu le titre. Et après, quand moi j'ai fait mon film, c'était mon titre de travail. Et en fait, comme disait l'autre, on n'a pas trouvé mieux. Oui, c'est génial, c'est hyper sympa. Mais c'est assez intéressant parce que ce que vous dites sur le changement sémantique qu'il y a eu avec l'usine, enfin, sur le fait que ce sont devenus des lieux pas du tout finalement politiques, enfin, que c'est devenu des lieux complètement apolitiques, j'ai trouvé un peu des publicités qui parlent de la révolution dans le même cas comme ça, là, des pubs qui en fait font de la révolution une forme tente d'en tirer une plus-value économique, tente d'en faire tente d'intégrer complètement ce mot à une sorte au capitalisme en fait, quelque chose de vendeur. Et c'est vrai que je trouve que vos œuvres interrogent le terme même de ce qu'on entend par révolution, et le fait aussi qu'on n'arrive plus vraiment à le dire, ce mot de révolution, sans justement tomber dans le cliché, les iconographies assez justement de Mathias et la Révolution, etc. Et c'est assez intéressant parce que dans mai 68, le chaos peut être un chantier, vous évoquez les événements de 68 et vous dites, je vais vous citer très rapidement, vous dites la révolution, on parle de 68 là, c'est pas la révolution 68, 68 c'est
ça a été une révolution, mai 68. Et c'est vrai que c'est assez intéressant cette torsion sémantique qu'on a imposée au mot révolution. Est-ce que vous cherchez justement à réévaluer ce mot, à le revivifier, à lui redonner sa teneur politique, contestataire, etc. peut-être? Moi, il me semble que les mots, bon, comme chacun sait, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. C'est-à-dire que moi, je crois que je suis d'accord que, bien sûr, il y a de moins en moins d'usines, mais le travail aliéné, il est toujours là. Hein, et quand on voit, je sais pas quoi, la poste ou le travail, je sais pas, d'une dactylo, c'est l'usine. Bon, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je crois que là, sauf que ce n'est pas forcément la même chose, en ce sens qu'il n'y a pas la concentration ouvrière, comme il y avait dans les usines. Donc, effectivement, ça peut difficulter l'action d'une façon différente, ça c'est sûr. Bon, et le mot révolution lui-même, bon, bien entendu, ça peut être la révolution d'un shampoing, je sais pas moi. Bon, c'est complètement évident. Mais à part ça, ça veut tout de même dire, je maintiens, un bouleversement. Bon, le bouleversement d'une façon de penser. Alors, ça peut être de se laver la tête, mais ça peut aussi être de comment on pense. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas, le minimum des rapports humains, etc., etc. C'est-à-dire que ça, la question du langage, elle est évidemment là, et qu'on essaye de dévoyer, mais dévoyer, enfin bon, chacun il met ce qu'il y met. Bon, ça c'est, voilà, hein, je crois que ça c'est important. Et il me semble que de toute façon, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est toujours à l'ordre du jour. Bon, ce bouleversement, quel qu'il soit, que ce soit à un niveau intime qu'on change, bon, ou que ce soit à un niveau politique. Bon. Donc vous maintenez le sens du mot révolution. Il est toujours intact. Oui. Et d'ailleurs, bon, pour un peu dialoguer avec Judith, mai 68 aussi, tout bonnement, parce que, bien entendu, il y a eu plein de gens déçus, qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait, qui ont ceci, qui ont cela. Mais, bon, le fait est que ça a été, alors en effet, un moment de contestation absolument dingue, avec un dialogue de tout le monde avec tout le monde. Et ça, bon, soit pour ceux qui l'ont vécu, soit pour ceux qui le transmettent autrement, parce que, voilà, ils ont pu trouver comment le transmettre, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, bon, je pense que... Bon, c'est quand même là. C'est comme après le maire rampant en Italie ou tout ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Bon, il y a des moments comme ça, quand même. Je crois que ça, c'est aussi important. Bon, oui, c'est très important. Après, ce qui est important, c'est de ne pas se sentir écrasé par un paradigme d'engagement qui serait indépassable. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup, que notre génération s'est beaucoup senti héritier, voilà, de ces combats-là. Et du coup, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on l'est pas, dans une répartition géopolitique qui change complètement, puisque nous, on est début 80, donc il y a quand même un changement planétaire qui fait qu'on ne peut pas s'inscrire exactement dans les mêmes filiations de combat, et pourtant on ne se sent jamais à la hauteur de ce qui a été fait par le passé. C'est un peu ce que raconte mon film, c'est-à-dire comment partir avec le sac à dos de ce qu'est notre histoire, mais réussir à tout simplement être de plein pied dans notre époque, qui pose des questions aussi spécifiques à notre époque. Mais sur la question des mots, bon, moi, ça, en fait, je ne peux pas dire autre chose que ça me rend malade. Mais ça me rend malade. C'est-à-dire que bien sûr que tout est marchandisé. Donc les mots, je ne vois vraiment pas pourquoi ils échapperaient à cette espèce de rentabilisation de tout ce qui nous fait. Donc même nos émotions sont marchandisées. Enfin, je veux dire, c'est horrible. Et ça ne se calme pas. C'est-à-dire que quand on faisait tout ce qu'il nous reste de la Révolution, il y avait la pub pour la caisse d'épargne, je crois, ou je ne sais plus quelle banque. Et alors, leur nouveau truc, c'était que les écureuils, ou que sais-je, leur emblème de banque, là, je sais pas, je crois que c'était ça. Alors il disait, soyons réalistes, demandons l'impossible à notre banque. Bon, moi en fait, et donc il y a plein de gens, ils sont détendus avec ça, parce qu'ils sont complètement tranquilles dans une époque hyper libérale. Donc en gros, c'est un clin d'œil, c'est amusant.
En fait, moi, ça ne me fait pas rire, je ne trouve pas que c'est un clin d'œil, je pense que c'est de la récupération, je pense que c'est grave, je pense que c'est une atteinte à nos colonnes vertébrales, je pense que ça dessine un état des choses, ça le gomme, d'ailleurs, ça ne le dessine pas, ça gomme des frontières dont on a besoin. C'est pas se rendre binaire, le bien, le mal, les gentils, les méchants, mais quand même, en fait, c'est pas, moi, je trouve que c'est pas possible et c'est très pernicieux, en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue à se battre pour que les mots aient leur sens, même si le langage est vivant, donc ça veut dire qu'on peut débattre de ça, on peut discuter entre nous de ce qu'est mai 68 sur le plateau de théâtre aussi, et aujourd'hui qu'est-ce qu'est une révolution, mais n'empêche que, en fait, si on veut sauver nos mots du grand casino, quoi, de quelque chose de marchand, eh ben, on est infantilisé. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'infantilisation, parce qu'on va être trop sincère, parce que la colère est une émotion liée à l'immaturité, peut-être même à la féminité. Enfin, on est englué dans comment on continue le combat. Donc il faut tout le temps être plus intelligent, faire un pas de côté pour penser, mais avoir un pas d'avance pour déjouer la façon dont on va être mis dans une case. Et voilà, les espaces de liberté, ils sont serrés. Donc il faut être là. Enfin, moi, je suis là. Enfin, j'essaye. Mais je pense que c'est en fait quand même très bien d'avoir. C'est pas moi qui ai dit ça. Je me demande si c'est pas Clausewitz ou quelqu'un comme ça. D'avoir un bon ennemi. C'est important. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme vous dites, hein, c'est complètement, bien sûr, de la récupération, de la tromperie au niveau de la langue et tout ça. Mais après tout, on ne va pas s'attendre à ce que l'ennemi, puisqu'il s'agit quand même de ça, mettons, le système, l'ennemi, tout ce qu'on veut, soit gentil, mou, facile. Bon, il se montre là absolument rigoureusement ennemi. Il prend les mots, bon, mettons nos mots, si vous voulez, et ben, il en fait de la bouillie. Mais c'est absolument dans l'ordre des choses, malheureusement. Bon, enfin, malheureusement, heureusement, malheureusement. De toute façon, il faut savoir, bien sûr, à qui on a affaire. Bon. Et je suis tout à fait d'accord que c'est terrible, mais voilà, c'est comme ça. Enfin. Oui, non, mais oui. Il y a plein de gens qui s'habituent au fait que c'est pas un ennemi. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi cette chose-là de dire, de continuer à jouer le rôle de l'abeille qui vient dire, en fait c'est pas que rigolo, quoi. Parce que moi j'avais beaucoup, c'était dans notre questionnaire de mai 68 là, il y avait celui pour ceux qui avaient vécu et ceux pour qui n'avaient pas vécu. Et je crois que c'était une question commune. C'était oui, quand vous lisez les écureuils qui disent ça, qu'est-ce que ça vous fait? Moi j'avais plein de gens qui me disaient, oh c'est rigolo, voilà. Peut-être les mêmes étaient révoltés par autre chose. Enfin, bon. Ouais. Oui, c'est intéressant. Et dans votre film, il y a le personnage de la sœur, enfin votre sœur, qui est qui est justement très dans le système et qui dit oh, c'est bon, en fait, maintenant c'est comme ça. Mets-toi dans le système, en fait, ma vieille. Il faut que tu participes, ou sinon tu vas dégager, quoi. Enfin, et c'est un personnage qui est assez complexe aussi, parce qu'on sent qu'elle n'a pas tout à fait totalement perdu ses idéaux révolutionnaires, insurrectionnels, etc., mais qui quand même a un peu franchi le pas, quoi, enfin, passé le cap. Et ouais. Oui, c'est plus simple. Il y a quelque chose de plus simple de pas être à contre-courant. C'est plus facile aujourd'hui. Je veux dire, je sais pas, ça fait moins souffrir en fait, peut-être. Puis d'un point de vue purement pratique, je pense que c'est moins pénible. Et oui, je voulais vous entendre aussi sur un sujet qui justement vous aide sûrement, qui est la question du collectif qui apparaît chez chacune à deux niveaux. Déjà, dans vos œuvres, vous faites apparaître des collectifs. Ils sont chouettes parce qu'ils sont assez petits, ils ne payent pas de mine, mais en même temps, ils sont vraiment... ils réunissent des gens très honnêtes, très lucides sur ce qu'ils vivent, etc. Chez vous, Leslie Kaplan, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que j'ai lu L'Excès-Usine, qui est un roman sur un
collectif d'ouvrières qui est narré au « on », avec le pronom « on ». Et le pronom « on », moi, ce qui me travaille, c'est qu'il est à la fois pas assez individuel, enfin, c'est qu'il n'est pas suffisant, pas assez individuel pour dire « je », et pas assez collectif pour dire « nous ». Et il est dans cet espace d'entre-deux. Et pourtant, vous avez publié L'Assassin du dimanche il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, où, ça y est, le collectif féminin se met en place, prend les armes quelque part. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce trajet, justement, de ce collectif qui s'est créé, qui a fini par se créer, comment ça a été possible, et sur le rôle, voilà, que prend le collectif dans vos créations respectives, à quel point il est central, justement, pour vous de le montrer, de le mettre en scène. Alors, je vais répondre tout de suite par rapport à ça. C'est vrai que dans l'excès l'usine, il y a le « on » qui, évidemment, était une façon pour moi de montrer à la fois une existence qui n'était pas, on pourrait dire, subjectivée, c'est-à-dire, voilà, « on ». Mais avant d'arriver à L'Assassin du dimanche, il y a l'émergence du collectif. Bon, d'abord, il y a d'autres livres où il y a des mini-collectifs, mais en tous les cas, où j'ai le collectif de la grève de 68, il est dans le livre qui s'appelle « Depuis maintenant ». Bon, qui raconte vraiment l'histoire dans l'usine occupée, ce que ça devient, en fait qui essaye de raconter, en tous les cas, une petite partie justement de ce qui s'est passé, les occupations d'usines par, bien sûr, des collectifs. Bon, et alors ça, c'était évidemment particulier puisque ça se passait partout, en France. Bon, mais c'est vrai que, oui, une fois qu'on l'a vécu vraiment, et peut-être pas seulement de l'avoir vécu, on a très envie que ça se reproduise. Donc c'est vrai que dans L'Assassin du dimanche, il y a évidemment un collectif tout à fait inventé, mais des femmes qui se mettent ensemble pour combattre des féminicides. Bon, ça c'est, voilà, c'est vraiment important. Alors, il y a d'autres collectifs, dont Mathias et la Révolution, mais même des livres avant. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous reste ou ce qui pourrait nous rester, c'est la question du collectif, elle est centrale, ne serait-ce que parce que l'exercice de l'horizontalité, du démocratique, c'est pas du tout un donné dans nos sociétés. Ça existe pas en fait. Tout est hiérarchisé, tout est segmenté, on est hyper séparés les uns des autres. C'est incroyable à quel point un quotidien fait. On se rend compte qu'on croise pratiquement que des gens qui nous ressemblent. Les algorithmes maintenant sur les écrans vont complètement dans le sens de si tu as aimé un truc, alors tu aimeras le même, et puis le même, et puis le même. Il y a vraiment une répétition comme ça à l'infini de quelque chose qui se ressemble. Le collectif, déjà, on sait sortir de chez soi. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de quitter le foyer, l'espèce d'endroit privé, hein, qui porte bien son nom. Et ça devient... Et en même temps, moi, j'aspire beaucoup à ça. Donc, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, il se trouve que je trouvais ça super, le théâtre, parce que peut-être ça fabriquait au présent un collectif, si ça marche la pièce, hein, c'est-à-dire que ces gens comme ça, ces disparates qui viennent dans une salle de théâtre, si quelque chose advient au présent dans la représentation, alors il y a un partage et peut-être c'est déjà quelque chose de collectif qui se passe. Donc je me suis dit, tiens, le théâtre, c'est pas mal, mais surtout, c'était pas faire du théâtre, c'était faire un collectif. Je pense que ça aurait pu mettre un collectif d'autres choses. Et on s'est tous retrouvés avec Claire, Mélanie, Simon et Nadir, des raisons un peu différentes, mais quand même avec la sensation qu'interroger la question de l'autorité pure, en tout cas de la hiérarchie, et d'expérimenter, moi je le dis comme ça, il le dirait autrement, mais l'horizontalité était nécessaire. On ne pouvait pas passer à côté dans une vie, et que si nous, on ne le fabriquait pas, ça ne nous serait pas donné, quoi. Alors, je nuance ce que je dis parce que je pense vraiment que ce qui nous reste aujourd'hui de démocratique, c'est l'associatif,
où il y a beaucoup d'expérimentation de collectifs, beaucoup. Et puis aussi des mouvements où on essaie d'organiser des collectifs à beaucoup. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce que nous, on n'est que 5. Il y a Maxence Tual qui nous a rejoint il y a 10 ans. Et Simon a arrêté les créations collectives, parce que aussi c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, vraiment, comment dire, c'est à la fois merveilleux, parce que réussir à faire quelque chose à plusieurs ensemble, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus joyeux, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans la création. Réussir à faire quelque chose ensemble, c'est absolument merveilleux. Il faut que tout le monde sache ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout enseigné, c'est pas du tout valorisé. Je veux dire, là, on est dans un récit publicitaire permanent de réussite individuelle. C'est absolument hallucinant, quoi. Alors que réussir à plein, je me rappellerai toujours quand on a trouvé notre premier spectacle, le jour de la première, enfin, la façon dont on s'est regardé, dont on s'est touché dans les loges après avoir réussi à faire passer notre truc au public, c'est énorme, quoi. Mais voilà, comment on s'organise, comment on organise le temps de parole, comment ceux qui ont plus de facilité à s'exprimer n'empêchent pas, comment ceux qui... Enfin, c'est des questions incroyables qui sont tout le temps à la jonction de l'intime et du politique, du psychologique et du travail. Enfin, c'est passionnant et en même temps, c'est absolument épuisant. Donc, on revient toujours par le groupe. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit du consensus, c'est-à-dire à la majorité ou celui qui parle le plus fort réussit. Donc il faut déjouer tout ça, avoir une pratique et une conscience de notre pratique en permanence. Donc il faut inventer des outils concrets, quoi. Et c'est très intéressant Et donc moi, comme je crois profondément en ça, notamment dans une époque où le tertiaire a pris pratiquement toute la place de la question dans le travail. Donc ça a dézingué, le fil à... Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Yves Clos, j'en parlais, un psychologue du travail, qu'on a interrogé pour un de nos spectacles qui était sur le travail, justement, et qui nous disait... Quand un maçon construit son mur, il a un fil à plomb. Qu'il se fasse dézinguer par son patron ou par des collègues, lui, il sait que son mur est droit. Donc il y a quelque chose dans l'ordre de son rapport à lui-même et à son estime de soi qui est OK. Et donc il n'y a pas de destruction de la personne. Aujourd'hui, dans le tertiaire, quand on est chargé de missionner de je sais pas quoi, en fait, ça devient très compliqué, et y compris dans la question artistique, mais pas seulement. Enfin, vraiment, c'est tout le tertiaire qui est concerné. Comment on refabrique une dignité, un rapport pas complètement perdu quand on voit le travail malade et la souffrance au travail. Et vraiment, le collectif, c'est un rempart à ça. C'est un rempart à ça, mais alors il y a la question syndicale, qui est une question collective traditionnelle, qui est très importante, mais aussi sur comment on s'organise pour parler de ce qu'on fait. Et c'est possible de le faire à l'école, enfin dans tous les lieux de travail, dire comment toi tu travailles, tu fais ça comme ça. Et en fait, d'être tout le temps dans un dialogue et dans des fabrications de dialogue et d'outils qui fait qu'on est un corps, quoi. On est un corps à plusieurs. Donc du coup, dans les films que je fais, j'essaie d'en parler parce que c'est c'est un des trucs... un oui, quoi, qu'on peut proposer dans un monde où il y a beaucoup d'impasses et l'ennemi est quand même très présent, beaucoup de pouvoir, il est très rapide, il y a beaucoup d'argent. Et du coup, je le mets en abîme dans des collectifs qui reprennent la parole, ou dans mon second film, c'est encore plus au centre du film. Si vous le voyez, vous pourrez le constater. Comment on s'organise à plusieurs, comment on réinvente... une envie de vivre autre chose, de renverser, mais aussi d'être contre, mais aussi d'être pour autre chose, parce que rêver une vie différente, c'est devenu compliqué, et en fait, il faut qu'on puisse le faire, notamment dans les œuvres, et voilà. Et c'est fait avec humour, parce qu'on a aussi beaucoup d'impasses. Le collectif, c'est aussi beaucoup d'impasses. Nous, par exemple, c'est mis dans le film, on a instauré à l'avantage du doute l'enthousiasme obligatoire. Donc il y a une scène là où, en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui propose un truc, tout le monde juge. Mais c'est normal, on a tout le temps peur. On a peur que ce soit pas... Ouais, mais il faut quand même faire gaffe que ça soit pas nul. Ouais, bonne idée. Mais en fait, tout le monde vient avec sa peur, donc on se fait tout le temps juger. Et à un moment, on a dit, bon, si on n'est pas un peu positif sur ce qu'on propose, on va pas y arriver, c'est trop dur psychologiquement. Donc on s'est dit, vous savez quoi ? Quand on propose un truc... on est enthousiaste, et après, on dit les réserves.
Enfin, c'est vraiment de la psychologie de base, hein, vous voyez, vous me suivez. Et donc, nous, on propose nos trucs, et après, mais ouais, bah écoute, je trouve que c'est super. Et du coup, alors oui, on joue, mais le jeu est peut-être la solution. Et après, ça donne des choses extrêmement burlesques, du style, j'appelle Claire, je lui dis, est-ce que tu as dit que ma scène elle était bien parce qu'on a dit qu'on disait plus que les scènes elles étaient nulles, ou est-ce que vraiment tu penses... Mais en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on se prend souvent les pieds dans notre tapis. Bon, ça c'est juste parce que si on rigole pas, on va... Enfin, la vie est trop dure, voilà. Et puis l'autodérision, c'est aussi une clé. Mais ouais, le collectif, c'est... Ouais, et puis c'est intéressant parce que c'est difficile, enfin vous soulignez la difficulté aussi d'un collectif, et vous insistez chacune, vous dans l'Assassin du dimanche, il y a une place laissée aux femmes individuellement et au collectif, et vous c'est pareil, vous soulignez beaucoup le fait qu'un individu va au combat aussi avec sa propre histoire, avec son petit bagage, avec ses propres problématiques. Et ça, c'est toute la problématique de aussi l'intersectionnalité. Comment faire converger les luttes, et comment ne pas faire qu'une prenne le pas sur l'autre, et pour ramener aussi ça à la révolution, est-ce que pour vous, elle doit être intersectionnelle, cette révolution? Est-ce qu'elle doit faire de la place à chaque forme d'oppression? Dans votre film Bonjour l'asile, allez le voir, il est vraiment top. J'ai eu la chance de le voir, on me l'a envoyé, mais il y a un personnage, c'est le mari de votre amie, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bastien, joué par Max Sensuel, Bastien, ouais. Ici présent. Bastien, c'est un personnage qui est très complexe parce que très progressiste, très déconstruit, très dans l'alternatif, etc. Et en même temps, il se rend pas bien compte qu'il fait vivre à sa femme quelque chose de très compliqué, qu'il reproduit aussi, lui, des schémas d'oppression, etc. Et en gros, c'est un gros écolo, mais qui exploite trop sa femme à la maison, quoi, mais sans s'en rendre compte. Et du coup, voilà. Et c'est là où justement l'individu est beaucoup mis en avant, autant que le collectif. Et là-dessus, sur l'intersectionnalité, j'aimerais bien vous entendre toutes les deux. Pardon. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, dans quoi qu'on fasse, on travaille avec la réalité, c'est-à-dire la réalité des gens. Bon, bien sûr, c'est-à-dire que et la réalité des gens, elle est toujours très complexe. C'est-à-dire, bon, là, on a à la fois, on peut avoir des tas d'idées très bonnes et en effet être pas forcément une merveille dans un autre cadre, etc., etc. Mais ça, je crois que c'est bon. Ben ça, c'est quelque chose dont on ne peut que tenir compte. Bon, je pense que ça ne, ça n'empêche que c'est toujours à faire. Bon, et bon, enfin, je veux dire, et que les idées elles-mêmes et que les petits gains ou les grands gains sont toujours là. Bon, c'est toujours positif. C'est-à-dire que, enfin bon, ça c'est vraiment l'expérience, quoi. Bon, enfin qui montre ça. Bon, est-ce qu'il faut pas, enfin, en tous les cas. Il faut que le désir se maintienne. Bon, c'est vraiment important, essentiel. Ouais, moi, il y a deux choses. Ça me fait penser à deux choses. Moi, c'est vraiment l'avantage du doute qui m'a appris ça. Avant qu'on parle d'intersectionnalité, avant, j'ai la sensation que je devienne de manière consciente féministe, je pense. Et que du coup, je réinterroge mon propre vécu en tant que vécu. C'est très bizarre, mais comme c'est exactement le thème de mon premier film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, moi, je suis vraiment héritière d'une famille très engagée, communiste. Et en fait, le collectif, c'était quand même, d'une certaine manière, la destruction de l'individu. Et donc, il y a un malentendu là.
réel dans lequel moi j'ai complètement grandi, j'ai complètement adhéré de manière, c'est inconscient, hein, ça c'est comment ça se passe dans une famille. Mais c'est-à-dire que, par exemple, j'ai passé le BAFA à un moment. Bon, j'ai jamais fait, j'étais une mono vraiment nulle, mais à un moment je passe le BAFA et il nous interroge, est-ce que on fait l'heure du petit déjeuner Moi j'étais là, bah ouais, petit déjeuner, j'avais 19 ans, hein. C'est la grosse talle, quoi. J'étais là, bah, petit déjeuner, c'est pour tout le monde à la même heure. Voilà, c'est important quand on est un gamin, qu'on arrive en colo, on se met au service du groupe. Et là, il y a un mono, mais vraiment, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et tout ça. Et il me dit, mais pourquoi c'est un problème s'il y a un enfant qui a besoin de dormir un peu plus, qui se lève 1 heure plus tard et il ouvre le placard, il prend ses céréales et sa bouteille de lait. Pourquoi c'est un problème? Alors là, mais j'étais... Mais c'était la révolution, j'allais dire. C'est vraiment... Mais c'était la révolution, la révélation et la révolution. C'est-à-dire, je me dis, bah, en fait, ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc, cette dialectique entre l'individu et le groupe, moi, elle a mis du temps à s'assouplir, quoi. Donc, merci l'avantage du doute, parce que, en fait, c'est ça, quoi. En fait, laisser la place à l'autre. Et alors après, que je prenne carrément le temps de m'interroger, moi, à 42 ans aujourd'hui, femme, de est-ce que moi j'ai besoin de dormir 1 heure de plus et aller me chercher tranquillou mes céréales et mon... Alors là, c'est encore plus une révolution de quoi j'ai droit, qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire en tant que femme qui a tout bien fait, nickel, bonne fille, bonne machin, qui aide tout le monde, qui arrondit les angles. Enfin, je suis vraiment... vous me suivez ou... Ouais. Non, parce que je fais des petits raccourcis sur un peu les injonctions faites aux femmes, comme on dit aujourd'hui, avec ce beau mot injonction, mais je ne veux pas le caricaturer, parce que il est très précis et très utile. Donc ouais, cette dialectique entre l'individu et le collectif qui parle de cette question d'intersectionnalité. J'ai toujours pas résolu le débat avec mon voisin du dessous, qui est congolais, que j'adore, qui est un super danseur et tout ça. Mais alors vraiment, il faut absolument pour lui que la question féministe passe après la question décoloniale. Et en fait, à chaque fois, on s'arrête au même endroit de la discussion. Et il me dit, mais tant que pas la moitié, mais enfin, je veux dire, les 3/4 de la planète seront exploités par une puissance. Moi, je suis à fond, je suis d'accord, mais je me dis, mais il y a aussi la moitié de l'humanité qui est... Et vraiment, on est dans une aporie, c'est compliqué, quoi. Donc, heureusement, il y a toujours le voisin du deuxième qui passe par là, qui dit une grosse connerie, donc ça détend. Puis, en fait, on n'arrive pas à aller au bout de la discussion. Mais elle est compliquée, donc je me dis toujours, tiens, il faut que je bosse, en fait, pour rentrer encore plus en dialogue avec lui. Mais on est vraiment, enfin voilà, comment faire pour ne pas se reléguer l'un l'autre en permanence, quoi. Et l'autre chose que tu abordais, c'est en fait la question de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Ben pareil, moi j'ai vraiment grandi dans... y a l'homme et il y a l'artiste, quoi. On va pas y aller par 4 chemins, je le dis comme ça. C'est-à-dire, il y a les idées, l'importance de ce qu'on peut traduire et véhiculer, et puis comment on se comporte. Et donc, j'arrivais pas à distinguer, en fait. Moi, je voyais même dans mon travail, ou plus jeune, en fait, des gens que j'admirais. Et en fait, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui s'est révolutionné en moi, c'est que ça n'est plus possible. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre la disjonction entre une théorie et une pratique. Donc, c'est ce dont souffre mon personnage dans Bonjour l'asile, joué par Maxence, qui est très sympathique, mais qui voilà. Mais c'est terrible en fait. C'est-à-dire des gens qui font la leçon tout le temps et qui, même parfois, qui sont merveilleux et qui se comportent vraiment hyper mal. Donc, ça pose, par exemple, quand je fais du cinéma, je suis obligée d'être la chef. Parce que c'est mon film, c'est moi qui écris le scénario, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment l'endroit que j'ai choisi pour dire je. Parce que nous, c'est au théâtre. Mais je veux pas que le collectif il disparaisse. Et le cinéma, c'est hyper pyramidal. En plus, c'est des micro-entreprises sur 2 mois de tournage et tout ça. Donc c'est hyper rapide, on n'a pas le temps qu'il faut pour faire les chaînes de discussion. Comment on réintroduit du collectif là-dedans ? Une des solutions que j'ai, c'est que déjà, moi, j'écris sur mesure pour les acteurs du collectif. Donc, je dis, je ne serai pas soumise à une logique de casting, donc de rentabilité. J'en paie un vrai prix. Enfin, je veux dire, avoir des films sans les grosses stars du moment, ça se paye, vraiment. Mais bon, déjà, artistiquement, pour 1000 raisons, c'est ce qui m'intéresse. Et après, j'ai réalisé ça, là, sur mon dernier film. Comme ils sont là tout le temps, parce que c'est les personnages principaux, et qu'on se connaît depuis 20 ans, et qu'on essaie de faire des trucs ensemble et qu'on essaie de les faire pas trop mal. On fait plein d'erreurs, mais on essaye quand même.
Je ne peux pas me comporter mal. Je vais pas devenir d'un seul coup... bien sûr que j'ai beaucoup plus de pouvoir que quand on fait... et puis il faut que ça avance, et puis il y a une pression économique, et puis c'est une course contre la montre, un tournage, c'est compliqué de gérer ça. Parce qu'il faut trancher, il faut agir tout le temps. C'est difficile ça pour l'intelligence, d'être tout le temps dans l'action. Mais d'être vu par des gens qui comptent, en fait, tu t'y prends à 2 fois, quoi. Et ça, comment le collectif peut faire fil à plomb, là, c'est un exemple hyper concret, quoi. D'être vu. Après, peut-être des gens qui s'en foutent de passer pour des monstres. Moi, j'aime bien qu'on m'aime bien. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai, mais c'est compliqué. Oui, parce que dans vos œuvres, ce qui est aussi beaucoup exploré, c'est le lien, justement, entre individus et... Enfin, entre privé et public, aussi. Entre intime et engagement, entre... intimité et militantisme, beaucoup justement sur ces questions de cohérence, etc. Et j'aurais voulu vous entendre, Leslie Kaplan, sur un petit extrait que je vous avais demandé, qui justement montre à quel point l'intime est politique dans un extrait de cette œuvre collective qui s'appelle « Contre la littérature politique », où Leslie a écrit un texte qui s'appelle « Donnez-moi un mot, juste un mot », et qui thématise justement cette impossibilité de décrocher l'intime et le professionnel, le public et le politique. Je vous écoute. Enfin, on vous écoute. Bon, je lis ça. Donc c'est un extrait d'un texte qui s'appelle « Donnez-moi un mot, juste un mot ». Ça commence « Donnez-moi un mot, juste un mot, et je soulèverai le monde. » Un mot? Quel mot? N'importe quel mot. Oh, oh, oh. Le mot « travail ». Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai tout le temps travaillé. Quand je dis « travail », le mot « travail », labeur, difficulté. Le pire, ça a été une usine de biscottes, la chaîne. On mettait les biscottes dans des sacs. J'étais à côté d'une fille, elle pleurait tout le temps. Elle disait que son père ne l'aimait pas. Vous imaginez mettre toute la journée des biscottes dans des sacs en écoutant une fille pleurer. Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses qu'il ne t'aime pas? Un père aime sa fille ?» Et elle répétait « Non, moi, mon père ne m'aime pas. » La chaîne, la chaleur, mal aux mains, mal aux jambes, et ça. Maintenant, à l'âge que j'ai un mot qui me vient. Je dis « c'est métaphysique ». Tu veux dire tragique? Non, métaphysique. Moi, je n'ai jamais travaillé. J'avais 6 enfants, je n'ai jamais travaillé. Mais c'est du travail. Mais c'est du travail. Je n'ai jamais travaillé. 6 enfants, je n'ai rien à dire. Je les ai aimés, je les ai élevés. Ma vie a passé, je n'ai rien à dire. Merci beaucoup. Oui, c'est-à-dire... sur l'individu et le collectif, et bien sûr, c'est-à-dire... bon, enfin, je sais pas, je crois qu'on ne peut que constater, disons, l'absolue complexité des choses et des êtres humains, et en effet se révolter. Si quelqu'un dit des choses qu'il n'applique pas, ou qu'elle n'applique pas, c'est évidemment complètement dégoûtant. Bon, enfin, ça c'est sûr. Bon, et puis après, mais ça c'est évidemment un problème dans le collectif, c'est-à-dire que c'est fait avec des gens qui sont là et qui ne viennent pas de nulle part et tout ça, et je crois que c'est évidemment un vrai problème. Bon, faisant du théâtre, j'ai bien sûr aussi connu plein de collectifs, enfin de provisoires autour d'un objet, d'une pièce, etc. Et c'est complètement évident qu'il y en a toujours qui se prennent pour, qui sont
dans une suffisance ou une arrogance, alors que d'autres s'écrasent. Enfin bon, des choses absolument pénibles et désagréables. Alors, où on arrive à les travailler, ou ces choses, où on n'arrive pas. Bon, ça, c'est évidemment, il peut y avoir des blocages complètement épouvantables. Bon. Et j'imagine dans le cinéma, et j'imagine avec... bon, enfin, ça, c'est souvent très même connu sur des grands metteurs en scène, comment ils peuvent être épouvantables dans le travail. Bon, ça, c'est sûr. Bon, que faire? C'est vaste. Il faut faire. J'ai l'impression qu'en créant des petits collectifs comme celui dans l'Assassin du dimanche, où elles sont 5, je crois, ou vous, avec l'Avantage du doute, où vous n'êtes pas très nombreux finalement, ou dans vos films, il y a quelque chose d'une solution qui a été trouvée dans De toute façon, je pense que la seule chose à faire, c'est de regarder les choses en face et d'avoir, vous avez, je crois, tu as dit tout à l'heure parlé de démocratie, c'est-à-dire que c'est évident qu'à l'intérieur d'un collectif, il faut qu'il y ait un esprit démocratique. Tout le monde a égalité, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il pense, etc. Bon, ça c'est évidemment l'idéal. Bon, alors après... bon, ben, chacun part avec ses inhibitions, ses difficultés, etc. Mais, alors, je sais pas, il y a des petits collectifs, plus ou moins grands. Bon, je pense qu'un collectif qui tient le coup, souvent, se constitue autour d'un objet. C'est-à-dire, on va faire soit un film, soit une pièce, soit une action, d'ailleurs. Bon, c'est-à-dire, et il tient le temps de... l'action, la pièce, le film, où il ne tient pas d'ailleurs, mais du coup ça ne se fait pas. Mais évidemment, il faut avoir un objet assez explicite, bon, qui fait aussi réfléchir à ce qu'on y met, ce qu'on peut y mettre, etc. Je pense. En tout cas, ce qui est sûr, donc il y a la question de la taille. Nous, on a expérimenté à un moment. Simon était encore avec nous et Maxence nous avait rejoint. Et bizarrement, il y a un truc de point de bascule. C'est comme si on passait du ça tient difficilement, mais ça tient à quelque chose qui peut facilement nous dépasser. Donc ça, en fait, ça pose des vrais problèmes. Et du coup, est-ce que la représentation, je veux dire, la démocratie avec un système de représentation, comment ça se pense? Comment ça se réforme. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à en dire parce que ça pose vraiment beaucoup de questions. Vu qu'entre 5 et 6, c'est un monde qui se passe, quoi. Enfin, de notre expérience en tout cas. Après, c'est tout à fait juste, un objet, c'est absolument, et je comprends ça. Ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que cette expérience du démocratique, c'est du travail. C'est-à-dire, c'est des efforts, c'est une forme d'engagement réel. C'est pas donné, c'est pas tout cuit, quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose aussi de qu'est-ce que ça veut dire fabriquer la société. Fabriquer la société, en fait, la société, c'est pas un duty free, quoi. C'est pas une grosse boîte et on va venir, je le veux en jaune, mais est-ce qu'ils l'ont en vert, quoi. En fait, c'est faire, c'est prendre sa part, prendre part. Et ça, c'est... Et du coup, par exemple, je me dis, dans nos vies, là, un peu trop rapides, comment c'est possible qu'il n'y ait pas une demi-journée, et ça pose la question de la réduction du temps de travail, enfin tout ça, qui serait donnée à la fabrication de la société. Donc à penser en commun, à dire comment tu as vécu ce qui s'est passé dans les actualités, qu'est-ce que tu en penses, qu'on ne soit pas sans cesse seul face à un fil d'actu, là, comme on dit, ou en tout cas à des informations. Donc ça nous rabat tout le temps à notre impuissance. Donc déjà le fait de pouvoir en parler en commun, d'avoir déjà, même s'il n'y a pas d'objet, un espace de prise de parole, de voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que j'ai pas compris. Ah, toi tu l'as lu dans tel journal, bah c'est intéressant, moi je l'ai lu là-dessus. Du coup, on n'a pas le même angle, peut-être que la vérité se trouve entre les deux, quoi, en gros. C'est dément, quoi. Je veux dire, donc ça veut dire que en négatif, il y a l'idéologie, parce que c'est toujours de l'idéologie, selon laquelle la société, en fait, c'est un service. Mais pas un service public qu'on viendrait fabriquer, soigner, se battre pour. Non, un service. Et donc, prendre le train, c'est un service. Mais c'est pas un service, en fait. Vous comprenez, c'est prendre sa part dans... Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi, en fait, se mettre ensemble? C'est fait pour que ça soit plus simple, ça protège ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, je veux dire,
Et moi, je vois aussi des gens qui... Voilà, donc tout ça juste pour dire que la pratique du collectif, en fait, c'est déjà un déplacement par rapport à cette attitude passive qui est qu'on vient consommer. On a cette attitude de consommation de l'espace, du temps, en fait, de nos vies, quoi. De l'espace-temps, quoi. Je sais pas. Moi, je voudrais dire un truc qu'on ne dit jamais, enfin, rarement, il me semble, c'est que la démocratie, c'est très fatigant. C'est vraiment fatigant. Bon, et donc, en fait, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi, au bout d'un moment, enfin, je trouve que ça se voit même dans la Révolution française. Au début, je veux dire, dans ce qui s'est passé vraiment, il y avait plein de comités d'action, de pensée, de collectifs, justement, mais plein, y compris des femmes, collectifs de femmes, etc. Puis, au bout d'un moment, les gens, aux 4 ans de Révolution, c'était, très fatigant. Bon, arrive Bonaparte. Bon, ça c'est encore... je veux dire, c'est pas la seule explication, mais c'est un fait. Ouais, c'est épuisant, mais c'est aussi très joyeux. Et du coup, c'est où que ça peut se passer, comme on dit en bon français. C'est-à-dire, ils sont où les lieux du rassemblement possible? Ils sont je veux dire, l'espace, il est aussi sous contrôle tout le temps. Enfin, pour avoir participé à beaucoup de collectifs dans Paris, tu peux être sûr qu'une semaine après, ils ont mis des pics comme ça, en ciment ou en je sais pas quelle matière incroyable qu'ils ont encore trouvé, pour que tu puisses plus t'asseoir, tu peux plus rester, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Enfin, en gros, l'espace commun, le lieu commun. C'est peut-être pour ça qu'on fait du théâtre ou vraiment c'est donc le café, mais c'est où est l'agora, enfin même dans la tête, quoi, où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on débat. En plus les gens là, je suis là sur une chaise, dans une table ronde qui est hyper frontale, hein, évidemment, mais du coup j'arrive un peu à aligner 3 mots, mais par exemple il y a aussi toute la difficulté qui est jamais prise en charge. Enfin, c'est vachement dur de prendre la parole, par exemple. Enfin, là, vraiment, je parle et tout ça, mais si je me retrouve... en gros, si j'étais à votre place, j'oserais jamais poser une question de ma vie, quoi. Enfin, j'ai toujours ce truc de mais non, mais j'avais pas réussi à formuler mon truc, un peu... la timidité qui vient. Tout à l'heure, avant de commencer, j'avais ma main sur mon cœur comme ça parce que j'avais peur. Enfin, c'est dur en fait de prendre la parole, de dire je crois que, je pense que. Donc, ils sont où les espaces où on peut un peu s'exercer à ça, quoi? Ouais, moi je voulais vous entendre aussi sur la question justement du lieu qui est la ville. Et dans votre film, Judith, Angèle est urbaniste. Dans votre livre, Mathias et la Révolution, il y a toute une espèce de transhumance dans la rue de Paris où en fait tous les monuments plein de monuments ont été élevés à la gloire d'un événement complètement contestataire, en fait, ce qui est déjà un geste étrange aussi. Et je voulais vous entendre, je voulais peut-être mettre une scène assez chouette de votre film, Judith, pour le faire partager à tout le monde. Ah, désolé, je peux pas tirer d'argent parce qu'on m'a retiré ma carte. Mais sinon, je voulais simplement vous dire que mettre un distributeur CIC à la place du café sympa qu'il y avait avant, c'est une très très bonne idée. Parce que comme il n'y avait pas déjà un distributeur CIC en face, moi je trouve ça super. Salut. T'habites dans le coin? Pas loin, ça va? Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque. Effectivement. Et donc, comme toujours, ce qui est important, c'est le dessin et... la symbolique. Exactement. Le dessin par rapport à ce que symbolise le site. Ici, c'est la banque. Hein. Ça veut dire qu'on fait pipi sur la banque? Ouais, on fait pipi sur la banque. Ou alors c'est elle qui nous fait pipi dessus. on va demander à l'auteur, puisqu'on a la chance de l'avoir sous la main. Hein, Angèle? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. C'est vrai que c'est assez difficile à dessiner rapidement avec la perspective. Vous avez tout à fait le droit d'interpréter comme vous voulez. Hein. Un zizi, un doigt, c'est une interprétation. Voilà. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizis. Ce collectif, ça m'a complètement redynamisé. Quoi. On organise des sorties en ville avec les petits, on regarde comment les murs ont la parole. Venez les enfants, on va montrer à mon ami notre allée sauvage, ça vous dit? Hein? L'allée sauvage? Ça va très bien le faire. Il faut effacer les zizi Allez. avant. Attendez-moi. Merci Gabriel pour cet extrait.
Ouais, je voulais justement savoir quel rapport vous aviez à l'espace urbain particulièrement, qui est un espace à la fois où se montre le capitalisme en grand et de manière ostentatoire, et en même temps qui est un lieu de rassemblement des forces contestataires et qui est encore aujourd'hui un lieu à s'approprier, qu'on arrive encore, Angèle en dessinant des doigts d'honneur ou des zizi selon la perspective, et vous parlez beaucoup, Leslie, des graffitis, des tags, il y a toute cette idée de reprendre l'espace, c'est par ça aussi que passe la révolution en fait, c'est cette idée de récupérer. Ça c'est sûr, c'est-à-dire il y a tout de même, on trouve toujours des endroits où on peut quand même manifester, où on peut même se rassembler. Là c'est vraiment une histoire de, même si c'est très difficile, ça c'est indéniable, et évidemment, mais je pense que c'est quand même la question de ce qu'on veut, c'est-à-dire et moi je remarque qu'il y a quand même toujours beaucoup de graffitis de toute façon. Ça n'a jamais arrêté. Ils sont pas toujours aussi formidables que dans des moments particuliers, mais voilà, c'est-à-dire que ça fait partie. Il me semble que quand il y a un vrai désir de changement, l'invention va avec, c'est-à-dire que je sais pas, n'importe où, c'est-à-dire ça pourrait être aussi bien, je sais pas moi, dans les jardins du Luxembourg ou n'importe où. Cette volonté de reprendre ses droits aussi en reprenant le lieu, d'autant plus sur la banque là. C'est-à-dire là, c'est toujours dans une reprise symbolique, parce que c'est pas encore une reprise réelle et un changement et un bouleversement réel, ni des rapports de propriété, ni des façons de penser, mais c'est quand même un moment où et le symbolique, c'est toujours extrêmement important. Oui, la ville, c'est un endroit... ouais. Après, c'est de plus en plus un endroit qui nous donne des ordres à longueur de journée, des voix dans le train, dans le bus, dans le tout. C'est hallucinant. Puis la pub a vraiment pris... il y a eu une accélération là, avec les écrans LED. C'est vraiment le centre commercial. Les gares ont été entièrement refaites en ce sens. Donc c'est très, très, très pénible. Il faut vraiment... alors beaucoup d'énergie pour passer au-dessus, mais c'est vrai que là dans l'extrait, je tiens à dire, il y a un côté un peu bas de plafond du tag, mais c'est aussi parce que j'interroge une colère très brute chez le personnage, la meuf qui se justifie. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs c'est une référence à 68 quand il dit, en fait c'est un instituteur qui du coup invite les enfants à regarder les inscriptions et de voir comment les murs ont la parole, et qui est une des phrases magnifiques de cette époque-là, que moi je prends hyper... j'adore en fait. J'adore parce qu'il y a aussi cette idée d'un ralliement souterrain. Moi, en tout cas, ça me fait du bien quand je vois quelqu'un qui a écrit sa colère politique sur une pub, qui est là avec ses marqueurs. Moi, j'ai eu des amis qui avaient comme ça tout le temps des marqueurs dans les poches. D'ailleurs, je vais le refaire, je crois, je vais remettre des marqueurs dans les poches. C'est-à-dire qui s'expriment en disant on n'est pas dupe, quoi. On n'est pas dupe, et ça me fait un bien fou parce que ça fait comme une connivence avec un inconnu, avec une inconnue qui se laisse pas faire, et ça fait du bien à un endroit d'intelligence, et même quand c'est débile, et c'est pas grave parce que quelqu'un est passé, alors c'est pas du tout marquer son territoire, au contraire, c'est quelqu'un est passé et a laissé une trace pour le suivant en lui disant tiens bon, quoi. Mais même quand c'est vraiment, j'assume mon humour pied de la lettre, parce que il y a quelque chose de vital. C'est quelqu'un qui, quand je vois rue de la Roquette dans le 11e et que c'est hyper haut et que quelqu'un a escaladé tout le mur pour aller rajouter juste un C et que ça fasse rue de la Croquette.
et ben je me dis, moi je me dis, la personne, elle s'est vraiment galérée, elle a prévu son truc, et je vois la nana ou le gars qui escalade pour aller faire sa blague. Enfin, je sais pas, c'est grandiose, quoi. Du coup, rue de la Croquette, moi je fais salut à toi, enfin comme disaient les Berus. Mais je veux dire, voilà. Donc ça me plaît parce que je pense qu'il y a une communauté de rue de la Croquette qui agit. Alors attends, je dis ça en déconnant, mais les anti-pubs, c'est des gens qui prennent des risques. Il y a aussi, enfin je veux dire, puisque tout est complètement fliqué, il faut, voilà, c'est pas grave si, enfin je le pense, voilà, je le dis. Du coup, c'est aussi, il y a des procès, c'est hyper, c'est pas juste rigolo, c'est des vrais risques, quoi. Oui. Et puis, ouais, et ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est anonyme en fait. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose de justement d'un collectif beaucoup immense en fait qui s'exprime sur les murs. C'est assez, c'est ça qui est très beau. Je finirai peut-être par, avant de laisser la parole, par juste un petit extrait justement à propos de ça, justement qui commence par les murs ont la parole. De mai 68, le chaos peut être un chantier. On a souvent dit que mai 1968 a été une prise de parole, les murs ont la parole, etc. C'est vrai. On a pris la parole comme on a pris la Bastille, disait Michel de Certeau. Les murs ont la parole, ce sont les graffitis. Plutôt la vie, cache-toi, objet. La beauté est dans la rue. Le respect se perd, n'allez pas le rechercher. Consommez moins, vous vivrez mieux. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges. Je voulais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure de rentabilité économique liée aux créations artistiques. Et j'avais une question sur le fait qu'aujourd'hui, l'art, le théâtre, le cinéma, etc., c'est extrêmement subventionné. Et parfois, c'est un peu antinomique avec des prises de position politiques. On se dit qu'on ne peut pas vraiment créer ce qu'on veut et dire ce qu'on veut sur une scène, sur un film, etc. Sinon, on devient un artiste hors du système et les gens ne viennent plus vraiment voir nos créations. Alors comment est-ce qu'on peut allier cette sorte de pression économique et vouloir un peu dire ce qu'on dit et faire des œuvres très politiques? Je peux réexpliquer s'il faut. Alors, très subventionné. Donc déjà, le théâtre et le cinéma, ça ne se finance pas du tout pareil. Oui, okay. Bien sûr. Donc, par exemple, être subventionné au théâtre, c'est de l'argent au théâtre public. Tu vois, c'est du théâtre, c'est de l'argent public. Donc ça veut dire c'est cette idée qu'il y a eu dans l'histoire à un moment où on a pensé, où l'État ne se disait pas je suis une grosse entreprise, je vais fonctionner vraiment comme une boîte, mais se disait tiens, il y a des politiques publiques et on va faire de la culture une mission de service public. Donc on va prendre de l'argent, parce que c'est ça qui est important, et on va le mettre pour que des gens fassent des créations sans souci de rentabilité. Donc c'est pas un business. Ça veut dire on va créer des choses et ça n'est pas dépendant du nombre de gens qui vont venir et du nombre de places vendues. Donc ça, c'est un projet de société, en fait. Ça, voilà, ça a du sens. Donc du coup, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a des coupes budgétaires tous les ans, puisqu'il faut rentabiliser et dégraisser là où on peut, ou enfin en tout cas là où on choisit de le faire, c'est-à-dire toujours pour ce que la droite dit que c'est inutile, c'est-à-dire le soin, l'éducation et la culture. Donc chaque année, les années passent et en fait les compagnies et les théâtres ont de moins en moins de subventions. Donc dans cette filiation-là, vous me dites, moi il y a Maxence et Nadir, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites ce que vous en pensez. Hein, mais moi ou même Raphaël, en gros, moi j'ai la sensation qu'il y a une liberté qui est liée à l'héritage de ce que c'est que le projet du théâtre subventionné. On n'a aucun problème à dire d'expression, en tout cas. Il n'y a pas d'autocensure, c'est impossible. Enfin, ça n'est pas... Non, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de... Voilà, donc ça, c'est pour le théâtre subventionné. Le financement du cinéma, c'est complètement différent. Il y a un organe de financement public qui est le CNC,
qui va plutôt aider des films d'auteur qui n'ont pas vocation, puisqu'il y a une politique culturelle qui a touché aussi le cinéma, où il y aurait droit à la recherche, droit à l'erreur, droit à inventer. Donc tout ça passe par de l'expérimentation. Ça veut dire c'est la recherche de la poésie. C'est précieux, donc il faut l'accompagner. Donc voilà, tout ça s'enracine plus ou moins dans ce genre d'idées. Et donc, bon, c'est pas des montants délirants. Généralement, ça permet pas de faire un film entier. Mais sur le cinéma d'auteur, qui jusqu'à présent survivait, entre des tout petits films très expérimentaux, un peu punk, on peut y revenir, très système D, et puis le gros cinéma très riche qui est subventionné par le privé, il restait cet entre-deux. Ça, c'est menacé, hein, mais... Et donc là, c'est exactement la même logique que dans le théâtre public. Tu vois, il n'y a pas de censure, en fait. Après, la question peut se poser quand, je ne sais pas, les plateformes, je pense, mais je ne sais pas en fait, parce que moi je ne travaille pas avec des financeurs qui auraient leur mot à dire. En plus, en France, on a une tradition d'auteurs, donc c'est les auteurs et les autrices qui ont ce qu'on appelle le final cut, ce n'est pas les studios, tu vois, donc le montage, il est pris en charge par la personne qui a écrit le film, pas par les productions ou par les studios, parce qu'ils ont besoin de faire du chiffre avec ça. Donc du coup, ça concerne, je pense, des plus gros films où il va y avoir une autocensure, en fait. Moi, je parlerais plus d'autocensure, où les propos vont être édulcorés, parce qu'il faut que ça plaise au plus grand nombre, parce qu'il faut qu'il y ait un casting rassurant. Bon, bah là, l'autocensure, en fait, c'est un énorme problème de rapport à nous, de rapport à soi, de choix de vie, de choix de chemin pour continuer d'être cohérent. Mais par exemple, moi, pour pouvoir parler que en mon nom, c'est pas du tout quelque chose à quoi je suis confrontée, puisque même les producteurs qui m'accompagnent, quand ils ont compris que je ne prendrais jamais des gens connus pour avoir plus de subventions, d'argent, ben, ils me suivent en fait, ils sont d'accord avec ça. Je sais pas si tu vois ce que si ça t'a éclairé. Oui, merci pour nous avoir mis en partage vos réflexions à partir de vos concepts autour de la révolution et du collectif. Vous utilisez des modes d'expression, que ce soit l'écriture, le théâtre ou le cinéma. Et donc ça a une influence sur le public qui va vous écouter, qui va vous lire. Et la question que je me pose en vous écoutant là depuis tout à l'heure, c'est quelle conscience que vous avez de l'impact que vous pouvez avoir éventuellement sur le public, de l'effet que vous pouvez avoir sur le public. Qu'est-ce qui peut être visible, voilà, à court terme ou à moyen terme? Quelle est votre ambition par rapport à cela? Je vous remercie. Attendez, l'ambition, elle est totale. Mais alors, ça, de toute façon, on peut tout de même savoir, par exemple, combien de livres on vend. Bon, enfin, ça, c'est ou combien, j'imagine, de places de cinéma sont payées. Mais bon, je pense que c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire l'impact. C'est-à-dire, je crois qu'on s'en rend un peu compte quand on discute avec des lecteurs, ce qui peut arriver. Enfin, bon, là, je parle pour moi, bien sûr. On est invité dans une médiathèque, une bibliothèque ou une rencontre, etc., etc. Évidemment, il y a aussi la critique, c'est-à-dire comment la critique, alors littéraire, bon, dans mon cas, reçoit le livre et qu'est-ce qu'ils en font, enfin, s'ils l'ont compris, pas compris, etc. Mais l'impact profond, c'est un peu difficile de s'en rendre compte. Bon, je pense que... c'est compliqué. Bon, bien sûr, par exemple, l'excès de l'usine dont vous avez parlé, bon, mais est-ce que, enfin, l'effet que ça fait sur quelqu'un de le lire, mais aussi, je pense par rapport aux autres livres, bon, c'est compliqué de savoir. Oui. Est-ce
que les gens viennent vous parler, vous écrivent Oui, je reçois des lettres, et c'est surtout, bon, enfin, quelques-unes, bon, et bon, je me fais une idée, bon, un peu, bon. L'excès de l'usine, il a quand même fait date. C'est une œuvre qui est représentative aussi, oui, bien à la sûr. fois d'un moment, d'une forme nouvelle de prise de parole, Non, mais bon, lieu. J'espère que c'est tout ça. Oui. Bon. Mais alors, le cheminement que ça fait vraiment dans la tête des gens, et je trouve que c'est compliqué. Et en plus, je suis obligée de dire que, d'une certaine façon, il me semble, depuis que j'écris, on est un peu obligé de se désintéresser de ça quand même. Parce que, bon, c'est important, évidemment, mais je crois vraiment que c'est tellement sur le long terme que, bon, ben voilà, il faut continuer à écrire. Et puis voilà, on a envie, bon. Oui, moi je pense toujours au fait que dans les manifs de 2018 contre la réforme des retraites, il y avait 2022, je sais plus. Il y avait des gens qui portaient l'insurrection qui vient, qui marquaient qui avaient des pancartes avec des citations de l'insurrection qui vient, etc. Qui pour le coup a été, un livre qui a eu un impact très visible, très visibilisé aussi. Et je dois dire que quand j'ai publié Désordre, je crois que c'était en 2019, il y a eu une manif où j'ai vu une pancarte qui reprenait un des mots d'ordre de Désordre, ça suffit la connerie. Bon, alors ça m'a évidemment fait très plaisir. Bah oui, je comprends. Bon, bien sûr. Mais si on reprend, les auteurs, les poètes nous accompagnent, nous tout le temps quand on écrit, puis on voit qu'ils agissent en nous, ça peut devenir un mot d'ordre. C'est vital, en fait, ce que vous faites. Moi, c'est un peu l'impact... alors déjà, dans le spectacle vivant, c'est très différent. Et en plus, nous, on travaille avec l'avantage du doute. Le public, c'est un partenaire principal. C'est-à-dire que vraiment, on est à l'aveugle jusqu'au jour de la première parce qu'il y a vraiment un interprète qui nous manque, qui est le public. Il y a beaucoup d'adresses directes, on ne fait pas semblant qu'il y a telle ou telle réaction si elle n'y est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quatrième mur, comme on dit dans le jargon, mais en gros, c'est vraiment des représentations qu'on essaie de construire comme étant à hauteur d'humain, quoi, et de tout le temps avoir le spectateur en tête quand on écrit. Là, on vient de créer un nouveau spectacle qui s'appelle After Show. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est tout le temps, ok, qu'est-ce qu'on veut donner, quelle lumière on veut apporter, ou quel décalage. Enfin, c'est vraiment une boussole, en fait, ce qu'on décide de donner ou de secouer. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, mais je veux dire, la dramaturgie, elle est vraiment, vraiment destinée à... Et c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire par le rire et par une possibilité d'avoir accès aux émotions, même si elles sont plus dures dans un deuxième temps, en tout cas de passer par le rire parce qu'il ne faut pas sombrer et que ça fédère, le rire. Et donc ça, c'est vraiment notre but, en fait. Notre but, c'est comment on s'inscrit dans la société. Nous, il se trouve, on sait un peu faire ça. Et donc, on prend la parole publiquement, c'est quand même un truc de dingue. On a vu à quel point c'était difficile. Donc, en gros, l'objectif, je crois, en tout cas le mien quand on joue sur scène, c'est vraiment et c'est pareil pour mes films. Moi, j'ai pas du tout d'envie de cinéma pas ex nihilo, hors sol. Si à un moment c'est impossible, je serais triste parce que je m'amuse beaucoup avec cet art et c'est quand même important mais je ferai autre chose, en fait. Mais mon but, c'est de changer le monde. Enfin, c'est vrai, quoi. Et donc de changer les gens, pas de les changer parce qu'ils sont a priori, ils ont besoin d'être changés, mais en tout cas déjà de dire qu'on est ensemble, de prendre les trucs que je trouve trop violents et de me dire ok, comment je peux les renvoyer pour que ça donne du soin, décaler par les émotions, se dire ok, il y a quelque chose à décaler, mais j'ai pas du tout envie, par exemple, d'être maltraitante ou voilà, ça peut être une posture artistique de dire ouais, je vais secouer les gens. Bon, c'est
c'est pas du tout la mienne, par exemple. Donc moi, je me dis, ok, comment on essaie de créer du décalage ou du réveil ou de l'importance, mais en prenant soin. Enfin voilà. Donc moi, je fais tout le temps ça en tête, comme je pense quand on fait les pièces. Et du coup, comme c'est pas du spectacle vivant, pour moi, c'est impossible de faire un film et hop, il sort et hop, ça y est, c'est fini, on passe au suivant. Mais c'est impossible. Donc j'ai besoin de temps. Il sort en février, je l'ai fini en juin, mais du coup, moi, je fais plein de festivals, je fais des avant-premières, enfin, dès que je peux le montrer, que ce soit à la Cinémathèque ou à la médiathèque d'Aulnay-sous-Bois, il n'y a aucun problème. En fait, je veux l'accompagner le plus possible, parce que c'est la seule façon que j'ai, après les projections, de parler avec les gens. Et de parler vraiment, de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, de faire de la politique, en fait, mais du coup d'être avec, parce que sinon je les croise comment les gens, c'est toujours la même chose. Donc je fais tout ce pataquès en fait, tout ce prétexte pour être avec les gens. Et c'est pour ça que je l'accompagne beaucoup, pour ça. Bonsoir. Pour aller tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour aller dans le sens, en effet, le budget de la publicité en France est 8 fois supérieur à celui de la culture. Voilà, je donnerai juste ce chiffre. Moi, la question que j'avais envie de vous poser sur cette réflexion entre l'individu et le collectif, c'est comment vous intégrez le fait qu'on est quand même réellement rentré dans le monde d'après. Et comment chacune de vous trois vit l'écologie, le fait qu'on est désormais dans un compte à rebours, que quand c'est pas une canicule, c'est une inondation qui nous rappelle que le chronomètre tourne, et que il serait peut-être temps qu'il y ait une réelle conscience qui devienne active. Comment chacune de vous trois le vit, ça, le fait de devoir réagir, et on préfère rester tous dans le déni, et on ne commence pas à mettre en place de quoi vraiment changer de boussole, changer de cap. Comment peut-on continuer à être dans la consommation, la croissance, l'économie, des choses sérieuses, mais qui nous mettent dans le mur, et surtout nos enfants. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir vos réactions à ça. Merci. Moi, je sais que j'ai pas trouvé du tout la solution. Enfin, je fais mon petit boulot de citoyenne. Je prends pas l'avion. Enfin, j'essaie de faire le minimum syndical pour faire à ma petite échelle, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions. C'est aussi une impression d'être tellement microscopique par rapport à toutes les grandes décisions qui sont nécessaires de prendre, et la surdité abominable des pouvoirs publics à cet égard-là. Moi, je me sens encore infiniment petite, et je trouve que le fait de décider collectivement de ne pas prendre l'avion ne m'aide pas du tout. Enfin, j'ai pas trouvé d'échappatoire à ce... Du coup, je suis un peu dans le déni. Voilà. Si, lire des choses. Enfin, j'ai lu un livre de Antoinette Richner qui s'appelle Après le monde, qui part justement d'une catastrophe écologique. Je vous le conseille, il est assez extraordinaire. Qui part d'une catastrophe écologique et qui justement vit dans le monde d'après. Et il y a un collectif assez extraordinaire qui se crée justement dans ce monde d'après. Et ça, je pense que c'est une œuvre qui m'a aidée. Voilà. Moi, je trouve que vous posez une très bonne question, mais c'est très difficile de répondre, en ce sens que, bon, moi je sais que, on dit, écrit et tout ça dans le livre, donc je l'ai lu là, que je voulais pas faire de la littérature politique, c'est-à-dire avoir un thème ou que je martèle, enfin c'est comme ça que je le vois, mais essayer de faire politiquement de la littérature, c'est-à-dire que écrire des romans, des récits, du théâtre, pour moi, c'est un moyen de montrer, au fond, quelque chose qui a à voir avec la complexité des situations et aussi, bien sûr, l'urgence. Bon, ça, certainement. Mais
finalement, bon, c'est quelque chose qui doit, pour moi, en tous les cas, j'espère, donnera à penser, donnera à réfléchir, réveillera, etc. Mais permettra de saisir là où on en est d'une façon complexe. Bon, parce que c'est pas, il me semble, la littérature pour moi, c'est pas un lieu de mots d'ordre. Bon. Donc voilà, bon, donc c'est plutôt dans essayer de construire des situations avec des personnages, etc., qui dialogueront, qui seront en conflit, qui poseront des questions, etc. Et concrètement, par rapport à la fin du monde, bien sûr, j'ai aucune solution, bon, mais il faut essayer de faire aussi ça pour essayer, comme on a pu faire sur les rapports entre les hommes et les femmes, ou les rapports avec la marchandise, ou les rapports à tout ça. Bon, pour moi, c'est essayer de faire un objet complexe avec ça. Voilà. Bah nous, en fait, c'est la question qu'on s'est posée quand on a écrit, et encore plus partout tout le temps. Ça pose voilà, donc c'est un des thèmes de ce spectacle que vous pouvez venir voir demain. Et c'est un voilà. C'est un spectacle qui parle de la question de la domination de la terre et de la domination des femmes, puisqu'on essaie de mettre les deux en lien. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de choses à changer en fait, en même temps, sur plein de plans, sur le plan politique, sur le plan intime, sur les rapports. Enfin voilà, on en a parlé. Il y a une multiplicité de fronts comme ça qui est assez vertigineuse, et en même temps qui peuvent potentiellement se compléter. Mais c'est vrai que parfois, moi personnellement, c'est difficile. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de la terreur, d'une absence de métaphysique, de tout possible. La grande difficulté, moi j'ai 2 enfants, moins de 2 ans, de se dire mais je vais devenir folle à fermer la porte de chez moi et continuer dans ce petit foyer coupé du monde où il faut faire la pinoue, tout ça. Alors que c'est très très compliqué d'être sur tous ces plans en même temps pour justement des gens conscients. Enfin, moi j'essaie de pas du tout être dans le déni, mais du coup la vie est dur à vivre. Vraiment, il y a quelque chose dans le quotidien qui s'est resserré. Je le ressens dans le corps. Enfin, j'ai mal au plexus. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est resserré sur le plan écologique, mais aussi sur tout le reste. Enfin, tout ce qu'on a évoqué depuis le début. Je trouve on a passé un cap de violence, en tout cas, qui est fait très grand. Là où je me concentre, parce que parfois je me dis j'arrête tout et je vais au soulèvement de la terre. Donc par exemple, nous on alterne, Maxence, il a passé l'été au soulèvement de la terre pour lutter physiquement, concrètement. Pareil, j'ai Sandro Pignocchi qui écrit des BD, il passe la moitié du temps sur une ZAD. Bon. Donc en gros, dans quoi on est bon? Alors moi je me dis je suis hyper nulle en associatif. Bon bref, je vous passe les détails et les détours, mais l'endroit où je peux essayer d'agir, et ça c'est une question qui est hyper frontale et qui est complètement le thème de mon 2e film, et c'est en ça que moi j'essaie de penser mon engagement et ma participation à fabriquer une société, c'est que notre imagine, on est complètement dans des impasses parce qu'on n'arrive pas à imaginer. On a eu un formatage du récit ces dernières années, ces derniers siècles, qui est hyper grave, y compris sur la fabrication des films. C'est tout le temps la même chose, même qui passe en commission. On est rassuré parce que c'est encore de la fabrication du même. Je disais, c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une imagination et c'est pour ça qu'on a besoin des autrices, on a besoin de la poésie, on a besoin de l'art, mais plus que jamais, parce que notre imaginaire aussi, il est colonisé, mais très gravement. C'est-à-dire que moi, je suis tout le temps en désaccord avec ce qui se passe, mais j'habite dans un appartement avec un canapé et une table basse. Donc en fait, à quel moment on rêve notre vie en dehors de ça ou en décalage avec ça? Comment on invente autre chose? Comment on invente une circulation? Qu'est-ce que je transmets à mes fils qui passent du métro à cet espace du salon que je trouve extrêmement problématique? Parce que comment le monde entre de manière pas seulement sidérante, parce que s'ils sont sidérés comme je le suis 14 fois par jour, en fait, on ne peut pas penser quand on est sidéré. On ne peut pas penser. Donc déjà, il faut chercher du calme, parce que la sidération, voilà.
et inventer. Donc, pour mon deuxième film, qui passe à 20h30 au cinéma à côté, Bonjour l'asile, et qui sort le 26 février pour tous ceux qui ont déjà une super soirée prévue, en fait, j'ai essayé de me dire, comment ça te plairait de vivre? Et j'ai inventé un lieu où j'ai chouré à tous les trucs que je trouve super dans les initiatives de ci, de là, sur le plan psychologique, sur le plan politique, sur le plan collectif, sur le plan de l'accueil, sur tout. Et j'ai fait, tout ça, c'est dans un truc. Et du coup, et maintenant, des fois, je suis là, j'aimerais trop y aller, tout ça. Et vraiment, je me dis, mais peut-être pas tout le temps, parce qu'on a... Enfin, il y a la question du commun, parfois on a besoin de silence, on a besoin de ne pas être avec les autres, on a besoin de se protéger, de se ressourcer, d'être seul, voilà. Donc, comment tout ça peut cohabiter dans une vie, dans une existence? Donc moi, vraiment, je cherche activement comment... ce truc de la famille, comment ça peut circuler, quoi. Enfin, je pourrais en parler très longtemps, parce que j'en parlais encore ce midi. Enfin, c'est tellement actuel, mais je vais me taire parce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient parler. Merci pour vos propos. J'étais pas né en 1789, mais en 68, oui. Et c'était bien. Les années 70, c'était bien. C'était pas mal la suite aussi. Mais pour revenir aux propos de... Alors, j'ai pas bien suivi qui était qui. Je crois que c'est Judith. Non? Oui. Judith. Judith, oui c'est ça. Oui, prendre en compte celui qui va se lever plus tard, prendre en compte sa liberté de prendre le temps dans un collectif. Oui, les tags, mais ça pose quand même le problème du vivre en collectif. Est-ce qu'il ne faut pas des règles quand même pour vivre en collectif, pour le vivre ensemble ? Ah bah si, non, mais moi je parlais tout le temps de l'aller-retour entre les deux. Je disais que moi je venais d'une tradition où il n'y avait que les règles. Il n'y avait que les règles du collectif. Et en fait, la souplesse vient du fait qu'il y a une circulation, une dialectique entre le je et le nous. C'est juste, moi j'ai plutôt eu à m'assouplir. Mais moi je viens des règles et de quelque chose qui serait une charte commune. Enfin, c'est ça personnellement, mon historique, voilà. Donc moi j'avais plutôt à apprendre le reste, mais oui, bien sûr, nous on appelle ça des garde-fous. Donc on a plein de garde-fous, mais on les réinvente parce que s'ils sont hors sol, ils sont pas forcément adaptés aux gens qu'on est. Et ça, j'ai eu du mal à comprendre qu'on était aussi des gens particuliers avec une histoire, un âge, des émotions, voilà. Et c'est pas ça, on peut plus le reléguer, ça. C'est ça qui nous explose tout ça en même temps à la figure. C'est qu'on ne peut plus reléguer le fait qu'on est tous un univers différent. On est tous un univers. Donc c'est beaucoup de travail. Mais bien sûr que, en fait, si nous, on n'a pas des règles, on ne peut pas exister depuis 18 ans. Parce que les collectifs, en fait, on nous a beaucoup renvoyés, notamment des hommes metteurs en scène de plus de 50 ans, nous renvoyaient, quand on parlait au début, on n'avait fait qu'une pièce, c'était, oui, le collectif comme prolégomène a toute mise en scène digne de ce nom futur. Comme si, en fait, il y avait quelque chose, encore une fois, d'infantile et de forcément voué à être dépassé par le putsch. Et nous, on existe depuis 18 ans, donc on survit parce qu'en fait, oui, il y a des garde-fous tout le temps. Peut-être une toute dernière question et puis on va pouvoir... Allez, encore une femme. Alors, non. Que des nanas qu'on parlait ce soir. Dans les collectifs qui élaborent la formation d'animateurs de centre de vacances auxquels vous avez fait référence, on s'attache à distinguer ce qui relève des règles et du règlement. Le règlement s'impose d'en haut, les règles souvent s'élaborent dans un collectif dans lequel chacun peut amener les raisons pour lesquelles il va installer telle ou telle règle, et on arrive à des compromis, et c'est une forme de démocratie, participative, je ne sais pas, etc. Mais c'était pas ça que je voulais dire. En fait, il y a un tout petit moment, là, il y a quelques minutes, que je viens de vivre qui m'a fait sortir d'un état de sidération dans lequel je pouvais être par rapport à cette soirée, et qui m'a remis dans un état de jubilation. C'est la question que vous avez posée, monsieur, je ne sais pas, voilà, et qui a donné cette petite chose incroyable que j'ai dégustée, c'est que la réponse que vous avez faite
vous a fait sortir complètement de votre rôle et je m'en réjouis. Parce que c'était une réponse personnelle. D'un seul coup, on était dans une table ronde pour quelques instants. Et d'un seul coup, la forme un peu convenue, alors là aussi on pourrait d'ailleurs s'interroger sur le dévoiement des mots table ronde. En quoi cette rencontre est une table ronde? Vous avez dit au début, à la fin de la rencontre, on vous laissera la parole. Mot pour mot. Et je ne vous le reproche pas, hein, c'est aussi le jeu de ce type de forme. Donc là aussi, je pense qu'on a à travailler cette démocratie de la rencontre et de la palabre. C'est-à-dire que moi, je ne vous pose pas une question, je participe à la rencontre. Et à ce titre-là, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que dans le dévoiement des mots, et notamment du mot révolution ou du mot démocratie, on voit bien comment la démocratie est dévoyée dans les dernières élections internationales qu'on vient de vivre, mais le mot révolution, le locataire de l'Élysée, on a fait un livre, c'était rappelé hier par l'intervenant qui ouvrait ces journées-là. Effectivement, son livre de campagne en 2017, je crois, s'appelait Révolution. Mais on a été un certain nombre à se gratter quand même ce jour-là, quand le livre est arrivé dans les gondoles. Donc voilà, et il y a quelque chose qui effectivement est à retravailler, y compris dans les formes d'échange qui sont celles qui sont là, pour qu'on soit effectivement dans une rencontre et pas simplement dans le fait de venir assister à une parole sur laquelle ensuite on peut intervenir. Alors je mélange un petit peu à la fois la forme et le fond des choses, mais je crois que c'est important de re-questionner aussi cette démocratie là où on la vit, c'est-à-dire ici et maintenant. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Et parfois il y a des veillées, il faut qu'on organise des veillées. Je vous invite à faire une veillée. Ah, moi je suis à fond pour, j'adore ça. Exactement. Il faut qu'on arrête, Corinne. Oui. Bon, tant pis, je voulais une voix de femme. Vous allez juste l'entendre comme ça. Non, mais il y a plein de choses qui étaient intéressantes. Merci à toutes les trois. Et en effet, sur l'effet que ça a sur le public, eh bien, il y a la librairie pour les livres de Leslie Kaplan. À 20h30, il y a Bonjour l'asile. On a la chance de l'avoir en avant-première, bien avant sa sortie au TAP Cinéma, avec une rencontre avec l'équipe du film. Et en tout cas, moi, ce que j'ai retenu aussi, que vous ne lâchez jamais rien. Et nous, on essaye dans des institutions comme ici de ne rien lâcher. Et pourtant, c'est pas facile de faire changer les choses. Donc, merci infiniment. Vous ne lâchez rien et tout ça avec de l'humour. Et je trouve que ça aussi, c'est très important. Merci, puis à tout de suite dans les autres rendez-vous. Merci à tous.